Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On s'imagine parfois que les grandes figures du siècle des Lumières étaient toutes rationnelles, toutes brillantes. Et il y a quand même un certain nombre de figures sulfureuses dans ce siècle. Je pense à Cagliostro, bien entendu, ce guérisseur qui a vécu une vie incroyable. Le comte de Saint-Germain qui prétendait être âgé de plusieurs siècles et qui était alchimiste. Certains disaient qu'il arrivait à transformer des objets tout à fait ordinaires en objets très précieux. Et puis John Lass, qu'on écrit Law, qui était cet Écossais qui avait lancé tout un système financier à l'époque de la Régence et qui a été à l'origine d'un krach financier épouvantable. Eh bien, voilà ce que la postérité a frappé du sceau de l'infamie, et l'on peut ranger Franz Anton Mesmer à leur nombre. Et pourtant, Schopenhauer célèbre le mesmérisme, le mouvement lancé par Mesmer, je le cite comme la découverte philosophique la plus riche de contenu, bien qu'en attendant, elle pose plus d'énigmes qu'elle n'en résout. Et au-delà de Schopenhauer, toute la jeunesse pré-romantique et bientôt romantique d'Allemagne et d'ailleurs va s'enflammer pour le mesmérisme. En France, dans Louis Lambert, Balzac déplore que la découverte immense de Mesmer, je cite, « si importante et si mal appréciée encore, n'ait pas encore pénétré partout ». Et de l'autre côté de l'Atlantique, vous savez quel usage Edgar Allan Poe va faire de l'hypnose. Pour Stefan Zweig, qui lui a consacré un essai, je cite, « Le destin tragique de Mesmer, dit Zweig, il vint trop tôt et trop tard. L'époque dans laquelle il entre, le siècle super intelligent des Lumières, est trop orgueilleuse de sa raison pour n'être pas entièrement hostile à l'intuition. » Comme souvent avec Stefan Zweig, comme souvent, il est au cœur même du sujet et de la question et du paradoxe mesmérien. Comme Christophe Colomb avec son œuf, vous savez, tout est parti au départ d'une erreur. Mesmer croyait avoir trouvé, avec le magnétisme, la panacée, les Indes éternelles de l'ancien art de guérir. En réalité, depuis longtemps, et sans le savoir, il avait découvert bien plus qu'une voie nouvelle. Il avait trouvé un véritable continent, avec d'innombrables archipels et des régions encore inexplorées. Bref, il était en train de mettre les pieds dans la psychothérapie. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est en 1734 qu'est né Mesmer près du lac de Constance à Itznang. Il s'appelait Franz Friedrich Anton Mesmer et il a passé ses premières années dans la nature, en contact avec la nature. Il connaît d'ailleurs des sourciers, il éprouve lui-même de l'attirance pour l'eau. Il sent l'eau d'une certaine manière comme les sourciers. Et puis il étudie la philosophie, la théologie, le droit. Il s'inscrit à l'école de médecine de Vienne où il est l'élève de Van Swieten et c'est là qu'il va fréquenter des cercles d'illuminés qui s'intéressent aux sciences occultes infiniment plus présentes dans ce milieu du XVIIIe siècle que ce qu'on pourrait imaginer. C'est dans ce cadre-là qu'il va écrire sa thèse de médecine en 1766, le titre de l'influence des planètes sur le corps humain. Vous voyez déjà exactement le genre de sujet qui peut intéresser Mesmer. Janvier 68, il épouse la riche veuve Maria Anna von Posch, qu'on appelle von Bosch dans la correspondance de Mozart. De nombreux musiciens viennois fréquentent la maison de monsieur et madame Mesmer et on voit là Haydn, Gluck, Léopold Mozart. Mesmer est à l'aise dans cette opulence dorée du palais de feu monsieur le conseiller. Ce mariage va lui permettre de s'introduire à la cour d'Autriche. Il a quasiment chaussé les pantoufles du mort, disons les choses. En 1773, Léopold Mozart écrit à sa femme, qui habite à Salzbourg, vous le savez, « Au dernier courrier, je ne t'ai point écrit, car nous avions un grand concert chez notre ami Mesmer dans son jardin de la Landstrasse. Mesmer joue fort bien de l'harmonica. » Mesmer, d'ailleurs, va passer pour être celui qui a introduit l'harmonica en Autriche, même s'il joue par ailleurs du clavecin, du violoncelle, et les soirées musicales qu'il organise réjouissent le tout Vienne, si je puis dire.
Mesmer met à la disposition de Mozart son petit théâtre de plein air pour la représentation de Bastien et Bastienne, le tout premier opéra de ce très jeune compositeur. Wolfgang a 14 ans à l'époque. C'est une marque d'amitié que le petit Wolfgang d'ailleurs n'oubliera jamais, puisque dans toutes ses lettres, il parle de Mesmer. Il est toujours avec le plus grand plaisir l'hôte de son cher Mesmer. Et plus tard, dans son opéra Così fan tutte, il va ériger à son savant ami le monument humoristique que l'on sait, puisqu'au milieu d'un récitatif très gai de la servante d'Espina, on a les vers suivants. Vers l'amant qui vous le prouvera, jadis l'employa Mesmer, originaire des Allemagnes et dont la célébrité fut si grande en France. Pour Mesmer, le lien entre l'homme et l'univers, vous l'avez compris, est un peu du même ordre que celui qui existe entre les objets aimantés. Toutes les maladies proviendraient d'une mauvaise répartition du fluide à l'intérieur du corps humain. Et donc, il suffirait grâce à un aimant de drainer le fluide de façon adéquate pour rééquilibrer la bipolarité humaine. Mesmer abandonne rapidement l'aimant parce qu'il constate qu'il obtient d'aussi bons résultats avec le toucher manuel. Et voilà qu'on va passer de la théorie du magnétisme minéral à celle du magnétisme animal. Mesmer provoque chez ses patients, qui pour la plupart, disons-le, sont des femmes, des crises convulsives, mais ces crises débouchent sur des guérisons. En 1776-77, l'occasion va lui être donnée d'appliquer son traitement sur Maria Theresia von Paradis, qui est une musicienne de 18 ans, aveugle depuis l'âge de 4 ans. Certains indices laissent supposer que la cécité de la jeune fille n'est pas due à une maladie du nerf optique, mais bien à des troubles psychiques. On la conduit chez Mesmer, qui commence à l'ausculter. Il constate un déséquilibre de tout le système nerveux. Il déclare par conséquent son cas guérissable par sa fameuse méthode, là, et il prend la jeune fille dans sa maison et il va la soigner. Il la soigne gratuitement. Jusqu'ici, les témoignages des contemporains concordent. Seulement par la suite, il y a une opposition complète entre les dires de Mesmer, qui lui affirme avoir rendu presque entièrement la vue à cette jeune fille, et les dires des professeurs qui nient toute amélioration et qui ne voient que des tours de passe-passe et de l'imagination dans ce qu'avance Mesmer. La musicienne, en tout cas, va interrompre son traitement à la suite d'un conflit entre Mesmer et la femme Paradis. Peut-être qu'elle l'interrompt trop tôt, le fait est qu'elle restera aveugle le reste de ses jours. Les savants de la faculté de Vienne, quant à eux, sont satisfaits. Ils ont réussi à démasquer un imposteur. Vous écoutez Radio Classique. Alors, Mesmer est tellement mal vu dans son pays d'origine qu'il va décider d'aller s'installer à Paris en 1778. Et quand il arrive dans la capitale française, il a 43 ans. C'est un bel homme, un homme grand, vigoureux, avec beaucoup de distinctions, des manières raffinées, affable. Il s'exprime dans un français où pointe un très léger accent allemand. Non, la vérité, c'est qu'on entend son accent tudesque à deux pièces de là. Il est rapidement accepté dans la société française. Il est aussi à l'aise avec les princes qu'avec les nobles. Et il sait combiner le charme et l'autorité pour convaincre les gens et pour obtenir des faveurs. Mesmer, qui promet de calmer tous les états nerveux par la méthode magnétique, commence par apporter lui-même à Paris une nouvelle maladie nerveuse qu'on appelle la mesméromanie. Rien au faubourg Saint-Germain, dans la bonne société d'alors et de toujours, qui s'ennuie au milieu de tout son luxe, rien n'a provoqué pareille passion que ce mesmérisme, un enthousiasme incroyable. En quelques mois, le magnétisme de M. Mesmer devient la mode, dernier cri du Paris de Louis XVI. Je devrais dire de Marie-Antoinette, on serait sans doute plus près de la réalité. Il développe sa théorie, juge préférable les thérapeutiques de groupe qui décuplent, dit-il, la puissance du fluide. On serait tenté de dire que ce qu'elle décuple surtout, c'est l'inertie du groupe et évidemment l'adhésion à une psychologie de groupe. Dans une pièce close, en tout cas, M. Mesmer réunit autour d'un baquet rempli d'eau et de limaille de fer magnétisé un certain nombre de patients. Chacun est placé devant une tige de fer articulée qui sort du baquet et il dirige lui-même la tige sur les parties malades de son corps. Tous les gens sont reliés entre eux par une corde. C'est cette corde qui est censée permettre la circulation du fluide. Et pendant ce temps, le praticien impose les mains sur les malades. Il les touche à l'aide d'une baguette de fer aimantée également, selon les cas.
Il y a un médecin anglais qui est de passage à Paris en mai 1784 et qui note qu'il pouvait traiter jusqu'à 200 patients en même temps. Toute une mise en scène était destinée à renforcer les influences magnétiques avec de grands miroirs, avec des sons qui provenaient d'instruments magnétisés, dont l'harmonica de verre dont joue Mesmer lui-même. Un harmonica de verre, j'ai bien dit. Au milieu de cette foule agitée, Mesmer, alors il faut l'imaginer toujours dans son habit de soie lilas, qui se promène dans la salle capitolnée, qui magnétise avec le concours d'assistants qu'il choisit toujours jeunes et beaux, les valets toucheurs, n'est-ce pas, qui travaillent avec lui sous ses ordres à la prise en charge des patients. Et pour les pauvres, il propose un traitement collectif en plein air, un arbre magnétisé. Ah oui, c'est un peu moins glamour forcément, mais c'est censé être aussi efficace. Dans son mémoire sur la découverte du magnétisme, Mesmer explique le magnétisme alors que Gray, Dufay, Coulomb, Galvani, Volta appliquent l'électricité. Lui veut avoir trouvé la panacée universelle quand Bichat écrit son anatomie générale. Vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Lui traite de l'influence des astres sur le corps humain quand Herschel découvre Uranus, nous dit Jérémy Bigori qui a préparé cette émission. Mesmer résume sa théorie médicale dans un aphorisme: il n'y a qu'une maladie, qu'un remède, qu'une guérison. Et vous vous doutez bien que autour d'une activité comme celle-là, on va voir s'approcher, si je puis dire, la franc-maçonnerie extrêmement importante à l'époque et qui, en sciences comme en politique, défend tout ce qu'il peut y avoir de neuf, de révolutionnaire. Et les francs-maçons vont entourer Mesmer et prendre parti pour lui et pour ses idées novatrices. À partir de 1784, les premiers démêlés apparaissent avec l'Académie des sciences et avec la Société royale de médecine. Autant dire que le roi va être obligé de s'en mêler. Louis XVI, d'abord, est un chrétien extrêmement convaincu et puis c'est un homme d'ordre. Il est positif et réaliste et il y a une sorte de pressentiment chez lui qui lui fait tout de suite détester les innovations de ce genre, d'une façon générale les nouveautés et les révolutions d'ailleurs. Nous sommes tous bien placés pour le savoir. Louis XVI veut tirer au clair cette interminable dispute à propos du magnétisme de Mesmer et en mars 1784, il signe carrément une ordonnance adressée à l'Académie et à la faculté et dans laquelle Sa Majesté prescrit d'examiner immédiatement les conséquences tant utiles que nuisibles du magnétisme. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici ce qu'écrit Stefan Zweig. C'est toujours très passionnant d'avoir un regard très juste et très clairvoyant sur un sujet aussi nébuleux. La France a rarement vu comité aussi imposant que celui qu'ont élu à cette occasion les deux sociétés, on parle bien de l'Académie et de la Société royale, aussi imposant donc que celui qu'ont élu à cette occasion les deux sociétés, presque tous ses membres jouissent aujourd'hui encore d'une célébrité mondiale. Au nombre des médecins se trouve un certain Guillotin qui 7 ans plus tard donnera son nom à ce bel instrument qui guérit en une seconde tous les maux terrestres, la guillotine. Parmi les autres noms rayonnent glorieusement ceux de Benjamin Franklin, l'inventeur du paratonnerre, de l'astronome Bailly, le futur maire de Paris, de Lavoisier, le rénovateur de la chimie, et de Jussieu, le botaniste célèbre. Mais toute leur science ne fait pas deviner à ces esprits pourtant admirablement clairvoyants que quelques années plus tard, deux d'entre eux, l'astronome Bailly et le chimiste Lavoisier, poseront leur tête sous la machine de leur collègue Guillotin, en compagnie duquel ils étudient confraternellement le mesmérisme. C'est un petit peu méchant de dire ça, puisque Guillotin n'était absolument pour rien dans l'élaboration de la machine qui porte son nom pour des raisons, vous le savez, purement politiques. Ces commissions se livrent en tout cas à une étude très consciencieuse. Elles décrivent une quantité de phénomènes hypnotiques et constatent même certains éléments curatifs. Le rapport conclut à l'inexistence de fluide universel. Il insiste sur le rôle de l'imagination et va jusqu'à dire « l'imagination sans magnétisme produit des convulsions. Le magnétisme sans imagination ne produit rien ».
L'enquête académique n'empêche pas le développement du mesmérisme qui reste néanmoins très populaire, sauf que Mesmer lui-même connaît des déboires sur le plan de la notoriété, il est souvent ridiculisé, on le caricature, on fait des chansons sur lui, on est en France après tout. Le 16 avril 1784, il est profondément humilié en assistant à un concert organisé à la cour, celui de la claveciniste aveugle Maria Theresia von Paradis, venue de Vienne, celle qu'il est censé avoir guérie. Quand on voit qu'elle est totalement aveugle, vous imaginez ces regards qui se posent sur Mesmer. Comment peut-il oser être là, présent, face à la preuve vivante de son inefficacité? Et puis, il y a le contexte de l'époque. On est un petit peu effrayé, disons-le, par la proximité thérapeute-patient. Hein. On se demande s'il n'y aurait pas quelques sous-entendus sexuels derrière les pratiques de Mesmer. Flaubert s'en souviendra dans l'entrée magnétisme de son dictionnaire des idées reçues. Magnétisme, joli sujet de conversation et qui sert à faire des femmes. Voilà, tout est dit. Le discrédit qui va s'en suivre signera la fin de ce qui, pour le mesmérisme, n'aura été somme toute qu'un court âge d'or. En 1784, l'inventeur quitte la France, peu après le verdict des commissions. On dit qu'il s'est installé en Angleterre, mais il l'aurait fait sous un nom d'emprunt. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1790, alors là il a maintenant 56 ans, Mesmer est de retour à Vienne. Il est là pour toucher l'héritage de cette femme fortunée qui vient de mourir, qu'il avait un peu laissé tomber, il faut bien le dire. Il retrouve ses amis, il tient un salon où l'on se met à parler de la Révolution française qui est en train de se développer. On est au moment de la rédaction de la Constitution de 1791 et il va revenir un temps à Paris, qu'il quitte au moment de la Terreur en 93 pour s'établir en Suisse, à Turgovie. Il a perdu une grande partie de sa fortune, mais il lui en reste quand même assez pour vivre très confortablement, un peu à l'écart de tous ces médecins qui l'ont rejeté et des disciples qui l'ont trahi. En 1803, ça fait 10 ans qu'il est à la retraite, les quelques amis qui lui sont restés fidèles le rappellent à Paris, un Paris apaisé qui va bientôt devenir impérial, on est à l'époque du consulat à vie. L'idée, c'est qu'il retrouve sa clinique, son groupe d'élèves. Alors, ce seront de nouveaux élèves maintenant, mais Mesmer ne veut plus rien entendre. Il en a assez des luttes, des querelles. Il a lancé son idée dans le monde. Quelle vogue maintenant et quelle sombre s'il le faut. Il répond avec une noble résignation, exclusivement en français, à la façon de l'ancienne aristocratie allemande. Si malgré mes efforts, je n'ai pas eu le bonheur d'éclairer mes contemporains sur leurs propres intérêts, j'ai toujours la satisfaction intérieure d'avoir rempli mon devoir envers la société. Et il va continuer ses expériences Mesmer, mais pour lui-même, dans le silence, sans demander si elles valent quelque chose pour le monde bruyant ou indifférent. Un pressentiment prophétique lui dit que seul l'avenir, et non pas son temps à lui, sera en mesure de lui rendre un jour justice. Son idée, dit-il, pense-t-il, ne commencera à vivre qu'après sa mort. Il sent approcher sa fin en mars 1814. Il a 80 ans. Il demande une dernière fois à ce qu'on lui joue une suite de mélodies sur son cher harmonica. Et c'est Stefan Zweig qui conclut sur le même harmonica, le même sur lequel le jeune Mozart apprit à jouer dans la maison de la Landstrasse, le même dont Gluck à Paris tira des harmonies inconnues et nouvelles, cet instrument qui ne le quitta pas à travers tous ses voyages et pérégrinations et qui l'accompagne à présent dans la mort. Vous écoutez Radio Classique.